don't run, the chief don't, no the chief don't. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Intégral Foot avec vous à la présentation Béchir Ben Mefta et avec moi Lloyd du Château et Clément Pernia comme d'habitude. Très rapidement, je tiens à le rappeler, vous pouvez vous abonner à la chaîne sur YouTube, donc voilà la chaîne YouTube, et puis nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, donc et sur Instagram aussi, donc c'est Ville Lumière, donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de tweeter, de retweeter, de commenter, enfin ça nous fait plaisir et ça nous permet d'avancer. Voilà, merci à tous en tout cas. Je laisse Clément Pernia nous présenter l'invité du jour et on passe directement à l'interview. Vas-y Clément, c'est à toi. Aujourd'hui chroniqueur pour la chaîne L'équipe. C'est pourtant à la radio qu'il a fait ses grands débuts. À Europe 1, il anime à ses débuts une rubrique dans l'émission Les Goûters. Ok. Les choses sérieuses commencent. Fun Radio, Énergie, Virgin, puis à nouveau Europe 1 et Fun Radio. Florian Gazan à la radio, c'est un peu comme son parrain Claude François. Ça s'en va et ça revient. Il arrive donc sur l'Équipe TV en 2014 aux côtés de Favard, Degord, Djelit, Blanc. Bref, que des pros PSG. Sympa l'ambiance. Imitant de manière excellente Didier Deschamps, mais aussi et surtout notre chère et tendre Véronique Rabiot, Florian Gazan est notre invité aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot. Avec nous ce soir un très grand invité, très fier d'accueillir Florian Gazan. Bonsoir Florian, bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir, bonjour. Donc avec moi ce soir aussi Clément Pernia. Bonsoir Clément. Bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Et Lloyd du Château. Bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Alors monsieur Gazan, on va commencer par une première question. Votre avis, je pose cette question pratiquement à tout le monde, votre avis sur ce début de Coupe du Monde, est-ce que vous êtes satisfait en tant que fan de foot du spectacle que vous avez vu pratiquement ces 10 derniers jours? Franchement oui, à part Espagne-Russie qui a été la purge absolue, je trouve que globalement on a quand même vu des matchs de foot super sympa avec des équipes prétendues petites entre guillemets, moi qui m'ont plutôt fait bonne impression, qui m'ont fait kiffer. J'ai kiffé le Mexique, hier j'ai kiffé le Japon. Je trouve que ce que l'Iran a réussi à faire avec leurs moyens, c'était vraiment sympa. Non, franchement, il y a eu des bonnes surprises, je trouve, au niveau foot, et on a eu globalement des beaux matchs quasiment tout le temps, quoi. Franchement, après on peut faire les difficiles, mais moi je trouve que franchement ça s'est plutôt tenu, voilà, à part l'Arabie Saoudite et le Panama qui étaient vraiment des équipes même pas de CFA, le reste franchement ça joue au foot, quoi. Moi j'ai une question, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France? On l'a longtemps critiqué, moi le premier en phase de poule pour le jeu proposé. Finalement on a l'impression que c'est toujours la même chanson qu'en phase finale, et elle propose du jeu, elle surprend et elle procure des émotions. Ouais, non, mais c'est sûr que on a beaucoup d'attentes au niveau de cette équipe de France, parce qu'on a quand même, je pense, individuellement, en termes de qualité, on n'a pas à rougir face à ce que moi je considère le grand favori, à savoir le Brésil. C'est pas une surprise. Si on prend poste par poste, on n'est pas si loin d'eux, et on a nous aussi nos génies, nos grands joueurs. On a ce qu'il faut, quoi. Il suffit de voir où joue. Si on prend le 11 qui a joué contre l'Argentine, il suffit de voir où les mecs jouent, quoi, en club. À part Pavard qui joue à Stuttgart, ils jouent tous au Real, au Barça, au PSG. Enfin, ils jouent tous dans des grands clubs. Donc on a individuellement une super équipe. Après, c'est au niveau de l'expression collective qu'on peut avoir des petits doutes. Et sur le fait que Deschamps, on a l'impression qu'il est un peu paumé, D'abord qu'il a fait des choix, on peut en reparler sur sa liste, qui me semble un peu hasardeux, ou des paris qu'il a ratés. Et puis après, sur la
sur le système, ils tâtonnaient un peu. Mais effectivement, là, on est rentré dans les matchs où il y a l'odeur du sang, quoi, où il y a les éliminations directes, et on a l'impression que ça a transfiguré les Bleus. Après, moi, je suis mesuré parce que cette Argentine était quand même très faible, et aussi parce que je pense que c'était typiquement l'équipe qu'il nous fallait, quoi. C'est-à-dire qu'il laissait avec une défense très lente, qui laissait beaucoup d'espace pour nos flèches. Donc, pour moi, c'était la victime parfaite. Je demande à voir sur une équipe plus forte, et ce sera déjà le cas de l'Uruguay, quoi qu'il arrive. L'Uruguay, c'est plus fort que l'Argentine actuellement. C'est plus cohérent. Et après, si on passe l'Uruguay contre le Brésil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut prétendre à être un des vrais favoris par la qualité qu'on a. Mais je veux pas m'enflammer. Je pense qu'on a été peut-être un poil dur avec eux sur les matchs de poule, c'est vrai. Je mets de côté le Danemark parce que de toute façon, voilà, c'était un match où il fallait calculer les points. On a été peut-être un poil dur avec eux. Mais il faut pas non plus être un poil trop euphorique après ce qu'on a vu face à l'Argentine, quoi. On a quand même pris 3 buts. On a vu beaucoup d'équipes favorites et grosses équipes du mondial sortir dès les poules ou dès les huitièmes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes qu'on pensait outsiders mais qui n'iraient pas plus loin. Est-ce qu'on peut penser qu'une équipe outsider peut gagner le mondial ? Ça dépend ce qu'on appelle un outsider. Après, ça dépend qui sont les favoris, qui sont les outsiders. Est-ce que l'Uruguay est un outsider ? Est-ce que l'Angleterre est un outsider ? Est-ce que la Belgique est un outsider ? Dans ces cas-là, effectivement, peut-être qu'un outsider peut arriver au bout. De toute façon, il y a un côté où il y aura un outsider. Le côté où il y a la Belgique, l'Angleterre, la Colombie, il y a aujourd'hui plus vraiment de grosses équipes. Donc, ce sera forcément un outsider qui va arriver en finale, quoi qu'il arrive. Et de l'autre côté, on va voir. Normalement, ce sera normalement la France ou le Brésil, je pense. Après, moi, je pense que France ou Brésil en finale, je pense que franchement, si on a une demi France-Brésil, je pense que c'est le vainqueur de cette demi-là qui sera champion du monde. Après, bon, moi, je suis pas devin, mais sur ce que je vois, sur la qualité des joueurs, sur la dynamique, sur l'état d'esprit, sur la cohésion du groupe, moi, j'ai l'impression que le vainqueur, il est là, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui critiquent la façon de jeu, le fond de jeu de Didier Deschamps qui est pour certains inexistant? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Est-ce que pour vous c'est important qu'il y ait du beau jeu ou pas? Est-ce que pour vous le plus important c'est le résultat? C'est un vaste débat. Moi, franchement, je préfère qu'on soit champion du monde. Et franchement, en 98, on est champion du monde. On peut pas dire que c'était du super beau jeu. On a une vision un peu romantique de cette Coupe du Monde, mais quand on revoit, enfin moi j'y étais, j'ai vu tous les matchs en vrai. J'ai revu tout là à l'occasion de l'anniversaire. On est quand même devenu champion du monde sans avant-centre. On n'a pas développé un jeu flamboyant. On avait une assise défensive de folie. On avait des joueurs hyper expérimentés. Pareil, on avait un groupe avec des tauliers à toutes les lignes. On est devenu champion du monde. On peut pas dire qu'on est vraiment bien joué au football. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Après, moi, je préfère. À la rigueur, penchons-nous sur l'Euro 2016. La finale, c'est France-Portugal. Bon, on peut pas dire qu'on ait très bien joué la finale, mais qu'est-ce qui se passe au terme de cette finale? Les Portugais ont très mal joué, mais sont champions d'Europe. Je pense qu'ils étaient contents. Moi, si on est champion du monde en jouant mal, ça m'ira. Après, j'aurai toujours une petite frustration parce que j'aime le foot, donc j'aime le jeu. Et surtout, je me dis, quand t'as des joueurs comme ça, quand t'as des Griezmann, des Mbappé, des Pogba, tu te dis, ça va être possible d'allier le résultat et le jeu quand même. Dans quelle mesure la présence ou l'absence de Cavani va influer le match selon toi? Est-ce que tu penses que c'est qu'un détail pour l'Uruguay qui a un vrai style de jeu, ou alors sa présence peut vraiment chambouler la rencontre? C'est pas un détail, c'est quand même un des joueurs majeurs de l'Uruguay. En plus, il est en pleine bourre, il est en pleine confiance. On a vraiment là, on a le Cavani, on a le meilleur Cavani à l'Uruguay là cet été, celui qu'on a vu beaucoup au PSG. Mais là, voilà, il a fait un premier match un peu difficile, mais il a toujours cette énergie incroyable. Il fait toujours ses appels incroyables avec Suarez, ça combine vraiment bien. Et puis voilà, puis il est efficace, il met des buts. Donc non, mais c'est sûr que s'il n'y a pas Cavani, on a envie de le voir jouer. Moi, j'ai envie de le voir jouer, voilà, en tant que fan du PSG. Et puis parce que je suis plutôt de l'école d'affronter les équipes au complet, quoi. Sinon, c'est trop la Coupe Davis qu'on a gagnée la dernière avec Yannick Noah, où on a joué toutes les équipes où il manquait le joueur majeur. Il n'y avait pas Nishikori, il n'y avait pas Djokovic.
je vois pas l'intérêt. Autant battre les équipes quand elles sont à leur top, quoi. Si on joue le Brésil, j'ai envie qu'il y ait Neymar. Voilà, même si ce sera forcément plus dur. Et là, s'il n'y a pas Cavani, c'est sûr que quand même. Alors, ça règle pas le fait qu'ils ont une défense d'acier avec Godin, Jiménez, même le petit latéral gauche qui est incroyable. Ils ont une défense de feu hyper organisée qui vont nous emmerder. Hein. Ils vont nous emmerder. Et pour gagner un match, normalement, il faut marquer un but. Ou alors, on va au tir au but. Donc, il faudra quand même qu'on marque. Et ça, Cavani ou pas Cavani, il faudra qu'on résolve ce problème. Après, s'il n'y a pas Cavani devant, étant donné qu'on a quand même une défense qui est encore un peu suspecte, hein, je vous rappelle une nouvelle fois qu'on a pris 3 buts contre l'Argentine, qui était quand même très faible. S'il n'y a pas Cavani, ouais, ça nous enlève une épine du pied. Après, il en reste une autre qui s'appelle Suarez et qui peut lui aussi nous emmerder. Justement, pour rester dans les joueurs du PSG, on a vu le retour de Neymar après sa blessure avec le Brésil. On le voit monter en puissance, tu en penses quoi? Ouais, bah il revient bien. Hein. Le protocole médical a bien été respecté et il a bien bossé. Voilà, il avait clairement envie de jouer cette Coupe du Monde et il s'est donné les moyens de la jouer. Et ouais, à chaque match, il est de mieux en mieux. Il est déterminant. Ouais, enfin, tout a été dit sur Neymar. Il peut être agaçant avec ses côtés un peu. Je fais 25 roulades dès qu'on me pince, mais bon, après, il subit des fautes, il va provoquer. On l'a retrouvé sur 2-3 mètres, il est capable à nouveau de faire des différences. Donc, et je pense encore qu'il est vraiment pas encore au top. Il va encore continuer à monter en puissance et plus ils vont avancer dans la compète, plus il sera fort. Mais déjà, contre le Mexique, il a été incroyable, quoi. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui, quoi, cette équipe. Pour le moment, quel a été votre coup de cœur en termes de joueurs? Quel a été le joueur, votre découverte plutôt en termes de joueurs aujourd'hui? Alors découverte, bah difficile à dire parce qu'on les connaît quand même déjà un peu. À partir du moment où on s'intéresse un minimum au foot, on les connaît un peu tous. Mais non, j'aime bien Modric. Moi, c'est un joueur superbe. Voilà, j'ai bien aimé. Je le connaissais un peu, mais ouais, j'aime bien Golovin. Golovin, le Russe, c'est vraiment, c'est le seul joueur de foot de cette équipe, donc faut le valoriser. Et c'est vraiment un super joueur. On l'avait vu contre Lyon en Europa League, mais c'est vraiment un super petit joueur. Après, j'ai bien aimé aussi Lozano au Mexique. Vraiment un joueur sympa à avoir joué. Après, voilà, c'est les classiques, hein, mais voilà, c'est dans les joueurs peut-être un peu moins médiatisés. En voilà 2, moi que j'ai bien aimé. On va passer on va parler un peu du PSG maintenant. Ouais. On sait que Buffon devrait signer dans les prochaines heures. On parle aussi d'Alexandro. On a vu Pastore et Berchiche partir. Qu'est-ce que tu penses de ce début de mercato au PSG? Il est d'abord, c'est pas un mercato, c'est un déstockage lié au fair play financier. Donc il fallait effectivement absolument résoudre cette problématique. Donc là, ça y est, ils ont comblé le vide. Donc non, je trouve qu'ils ont plutôt bien vendu. Berchiche, c'est quand même inespéré de le vendre à ce prix-là alors qu'on l'a acheté. Il a été acheté il y a 1 an, qu'il a fait une bonne saison, mais enfin bon, on peut pas dire non plus que voilà qu'il a été exceptionnelissime. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Pastore, au final, il est plutôt bien vendu puisqu'il il restait 1 an de contrat, je crois. Donc voilà, et puis vu le nombre de matchs qu'il a joué, c'est plutôt aussi bien vendu. Non, je pense que Antero Henrique, on pouvait avoir peut-être des petits doutes sur sa qualité de vendeur, mais en tout cas, force est de constater qu'il a bien vendu. Et voilà, maintenant, il va falloir les compenser ses ventes, notamment le départ de Berchiche, sauf si Kurzawa reste, ce qui est peut-être possible parce qu'apparemment Tourelle veut jouer à 3 défenseurs, donc faire une sorte de 3-5-2 avec peut-être des joueurs un peu plus offensifs et qui ont moins à défendre, ce qui peut coller aux caractéristiques de Kurzawa, dont on sait que c'est plus un ailier qu'un défenseur. Donc peut-être que Kurzawa va rester. Quel cas, il va falloir recruter un latéral gauche. Après, voilà, il va falloir recruter. Moi, j'entends parler de Buffon, de Bonucci, Alexandro. Ça correspond bien aux besoins du club. Après, il nous manque toujours quand même ce fameux numéro 6. Donc même si Las Diarra sera là, Rabiot, on va voir, Verratti, mais voilà, il manque quand même, il manque un N'Golo Kanté, ou il manque vraiment un joueur monstrueux comme ça au milieu. Et donc c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, concentrer les efforts. Donc Bonucci, pourquoi pas, parce que si on défend
à 3 centraux, bah, il en faut 4. Donc voilà, Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, il en faut un quatrième. Donc Bonucci, évidemment, ce serait luxueux. Mais voilà, il faut pas refaire les mêmes erreurs que l'année dernière. Alors l'année dernière, oui, Mbappé, c'était une opportunité, et où Paris le faisait l'année dernière, où il l'aurait jamais eu, et ils ont eu raison de le faire. Mais du coup, ils n'ont pas pu faire ce numéro 6 et ils l'ont un peu traîné comme un boulet. Donc cette année, maintenant, il faut vraiment recruter là où il y a vraiment des besoins en priorité, quoi. Si vous étiez le PSG, quel joueur vous aimeriez avoir le plus voir arriver? Ah bah je l'ai cité, moi c'est N'Golo Kanté. Hein. Il y a pas de. Pour moi c'est N'Golo Kanté parce que il correspond totalement à ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain, à savoir un 6 avec un énorme volume de jeu, qui court partout, dont la préoccupation première est de récupérer le ballon, de gratter des ballons, ce qui est pas ce que préfèrent faire Verratti et Rabiot. Et voilà. Et cette année, on peut dire ce qu'on veut, mais malgré tout, le départ de Matuidi, c'est comme en bleu quand il joue pas. Hein. On se rend compte qu'il manque, et à Paris, on s'est rendu compte qu'il manquait un Matuidi cette année. Un mec comme ça, qui se bat, qui va essayer de gratter des ballons, qui va coller au basque des adversaires avant d'essayer de jouer. Et il a manqué ça à Paris, et il faut vraiment un joueur comme ça, c'est la priorité. Je pense s'il y en a qu'un qui arrive. Voilà, je mets de côté le latéral gauche parce qu'il le faut. Quand même peut-être se poser la question du latéral droit, on verra comment va revenir Daniel Alves. Mais s'il y a un poste, c'est ce 6, quoi. Donc N'Golo Kanté à 1000%. J'aimerais votre avis sur les 2 saisons de Unai Emery. Est-ce que vous êtes déjà un pro Emery ou un anti Emery, où est-ce que vous vous placez? Et êtes-vous satisfait de ces 2 saisons? Est-ce que pour vous c'est une erreur de casting? Moi, je suis plutôt, je trouve qu'on a été extrêmement dur avec Unai Emery, et qu'il n'a pas été aidé, notamment en interne, parce que voilà, il a aussi souffert de cet organigramme un peu foireux au Paris Saint-Germain, et voilà, et on va voir ce que ça va donner avec Tourelle aussi, mais je suis quand même toujours un peu circonspect sur l'organisation de ce club. Et il n'a pas été aidé, voilà, et on l'a envoyé tout seul un peu au feu. Parfois, on a l'impression qu'il avait pas d'infos. Voilà, donc c'était un peu dur pour lui. Je pense qu'il a vraiment pas été aidé dans ces circonstances-là. Voilà, avec un mercato qu'il a pas forcément complètement totalement maîtrisé. La preuve, lui l'année dernière, il voulait déjà ce numéro 6. Donc encore une fois, on a expliqué qu'ils sont pas pu le faire parce que Mbappé, Neymar, etc. Donc je pense qu'il a eu quand même pas mal de vent contraire, et que malgré tout, alors oui, il y a le 6-1. Voilà, ça on l'enlèvera pas. Mais avant ça, il y a quand même eu le 4-0, et ça il faut lui rendre. Oui, il y a eu l'élimination face au Real, et effectivement, globalement, voilà, il a tout réussi, sauf malheureusement pour lui, les 2 rendez-vous où il fallait pas se foirer, mais on peut pas complètement lui enlever. Moi, je trouve que malgré tout, il a quand même fait du bon boulot. Pour moi, c'est un très bon tacticien, un très bon technicien, et je pense qu'il va faire du bon taf à Arsenal. Le seul petit problème, éventuellement, voilà, sa seule faiblesse, je pense que sur le management d'un vestiaire de stars, il n'était pas assez équipé, assez outillé. Il a appris durant ces 2 saisons à Paris, mais malheureusement, il aurait fallu qu'il ait peut-être appris avant de venir et pas pendant. Et voilà, et peut-être que c'est aussi à cause de ça que ces rendez-vous, il est un peu passé à côté. Et puis voilà, et lui aussi peut-être a appris à gérer un peu ses émotions, sa fébrilité. Voilà, moi je lui reproche un petit peu qu'il soit agité, excité au bord du banc. Ça me dérange pas. Guardiola bouge dans tous les sens, Simeone aussi, mais j'ai l'impression que par moment il transmettait un peu de la fébrilité. Et ça, je pense que les joueurs quand même un peu le sentent. Donc je pense qu'en gros, si on doit faire le bilan d'Emery, excellent coach et manager qui peut progresser, qui a sans doute progressé à Paris, et Arsenal va en bénéficier. Mais voilà, peut-être que sa limite, elle était là. Je te dis qu'on avait souvent été dur avec Unai Emery. Alors ma question elle va peut-être pas être évidente, mais par une certaine presse, et notamment des journalistes d'un certain média, il a été traité de pompe à vélo et de pitre par des gens. Comment on peut justifier en France aujourd'hui un traitement tel pour un entraîneur qui a gagné 3 Europa League, soit plus de Coupes d'Europe que tout le foot français réuni? Bon, d'abord, il faut pas généraliser parce que c'est un peu voilà. Moi, de toute façon, la généralisation n'est jamais bonne. Voilà, après, chacun a son avis. Il y a des pro Emery, il y a des anti Emery, comme il y a des pro Bielsa et des anti Bielsa. Voilà, c'est des entraîneurs
qui sont clivants, on va dire, parce que ils ont une vision, je dirais, assez claire, assez pointue, assez peut-être même parfois un peu extrême entre guillemets du foot. Donc il y a ceux qui adhèrent complètement à leur philosophie du foot et puis ceux qui n'y adhèrent pas. Donc voilà, après dans la presse, on l'a pas traité de pitre, ça c'est plus sur les réseaux sociaux, c'est plus voilà. Moi je suis Enfin voilà, chacun a le droit de s'exprimer. Bon voilà, il faut à partir du moment où ça reste respectueux. Voilà, bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas la façon de coacher ou la personnalité d'Emery. Hein, voilà. Tout comme je peux comprendre qu'il y en a qui détestent, qui soient pas complètement fascinés par Bielsa, quoi. Ou même certains qui disent bon Guardiola, ok, mais finalement, à part avec le Barça. Il est incapable de gagner la Ligue des Champions. Voilà, on peut mettre des réserves sur beaucoup de gens. Tout comme le Genesio bashing, je trouve ça un peu excessif. On peut dire ce qu'on veut sur Genesio. Voilà, c'est pas l'entraîneur le plus charismatique de France, mais au final, globalement, il a fait son taf avec Lyon, quoi. Donc après, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Sur Emery, après, il faut pas y voir des relents de machin, de racisme, entraîneurs étrangers. Pas exagéré. Hein. Il y a des entraîneurs étrangers qui sont venus en France et qui ont été extrêmement bien traités aussi. Hein. Il n'y a pas un rejet systématique des entraîneurs étrangers. Pas Lucien Favre, bon, on peut dire qu'il est francophone, mais pas il est étranger. On peut pas dire qu'il s'est fait démonter par la presse française. Donc bon, voilà quoi. Donc je voulais vous poser une question. Je crois que vous êtes supporter du PSG, c'est ça? Il se murmure, oui. Est-ce que c'est difficile d'être dans un grand média, dans plusieurs d'ailleurs grands médias, et d'être supporter d'un club? Est-ce que moi d'abord, je suis pas journaliste, donc j'ai pas ce devoir, on va dire, d'objectivité là. Et quand bien même, de toute façon, on sait on sait que même dans les journalistes très connus, emblématiques, à la télé ou à la radio, on sait quels sont les clubs pour lesquels ils ont de la tendresse, on va dire. Donc mais c'est pas très grave. Moi, je pars du principe que on peut être. Moi, mon école, c'est qui aime bien châtie bien. Je vais pas me cacher que je suis supporter du PSG. Je vais au parc depuis que je suis tout petit. J'adore ce club. Voilà, c'est le club de ma ville. Voilà, mais j'essaie d'avoir un regard objectif sur le Paris Saint-Germain. Je dis pas béatement oui à tout ce qu'ils font et je les critique. Et peut-être que même parfois, je suis même plus dur que certains journalistes, certains confrères sur Paris, parce que justement, c'est un club que je connais bien. Et non, moi, j'ai aucun problème pour les critiquer à partir du moment où c'est étayé et constructif. Tout le monde fait des conneries, moi le premier. Et eux aussi, ils en font. Il faut savoir en parler. Et il faut savoir le dire. Donc, moi, je suis pas supporter aveugle. Je suis supporter amoureux du foot et j'essaie d'avoir du recul sur le PSG quand vient le moment d'en parler. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Si on trouve que tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est génial, voilà. Ok, on va au parc et on dit voilà, et on rentre chez soi. Mais en l'occurrence, quand on aime le foot, je pense qu'on doit avoir un regard critique, y compris sur les clubs ou les joueurs ou les entraîneurs qu'on aime. Justement, vous faites partie des rares journalistes, mais on peut dire surtout humoristes, dans le sport. Comment ça se fait qu'en France, on a très peu de gens qui arrivent à dédramatiser autour du sport? Oh, il y en a. Nous, je pense quand même que, je vois nous dans l'émission qu'on fait sur la chaîne L'équipe, dans l'équipe d'Estelle, on a quand même plutôt un ton plutôt léger. On rigole avec ça. Ça reste que du football. Après, c'est sûr que voilà, c'est aussi peut-être parce que quand même, malgré tout, le foot est devenu un domaine où il y a énormément d'enjeux financiers notamment, et que voilà, ça crée une tension, une pression. Qui fait que peut-être il y a un peu moins de légèreté, qu'on prend un peu plus le foot au sérieux parce que c'est devenu quelque chose de plus sérieux, tout bêtement. Mais c'est dommage parce que on va pas il y a pas mort d'homme quoi quand il y a une défaite, il y a pas mort d'homme quand un joueur rate un match, il y a pas mort d'homme quand un entraîneur fait des mauvais choix tactiques. Voilà, ça reste un sport, ça reste un jeu. Et on a parfois un peu, c'est vrai, tendance
tendance à l'oublier. Donc, voilà. J'aimerais votre avis supporter sur l'arrivée de Thomas Tuchel. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite ou est-ce que vous avez quelques réserves? On peut dire que finalement, Emery il a gagné 3 Ligues Europa et il s'en va, et Tourelle, il a rien gagné et il vient, donc on peut dire que c'est un recul. Après, il faut être pragmatique, hein, comme dirait Deschamps. À Paris, il y a pas 36 000 possibilités. Soit on se dit on prend un très grand entraîneur, mais il y en a pas sur le marché pour le moment. Ou alors un très grand entraîneur qui en plus a gagné la Ligue des Champions. Parce que pour gagner la Ligue des Champions, on se dit éventuellement, il faut prendre un entraîneur qui l'a gagné. Donc qui a gagné la Ligue des Champions, et dans les entraîneurs qui étaient libres, il y avait éventuellement Ancelotti, mais bon, c'était compliqué parce que voilà, est-ce qu'il faut faire revenir ses ex, puis voilà, il a signé à Naples de toute façon. Conte, Conte, mais Conte, il a pas gagné la Ligue des Champions. Bon, même si c'est un super entraîneur et encore, bon, à voir comment il s'intégrerait dans un vestiaire un peu de vedette. Sarri, moi j'aime bien, mais Sarri, il a pas gagné la Ligue des Champions. Après, voilà, les entraîneurs qui ont un gros palmarès, qui ont un gros vécu, qui ont une grosse expérience, ils sont tous pris. C'est impossible d'aller déloger. De toute façon, il n'y en a pas 1000. On les connaît, hein, on les a identifiés. Donc voilà, donc après, l'idée, c'est de prendre un entraîneur, un jeune entraîneur, un espoir, une sorte de, peut-être faire un pari à la Mbappé, voilà, prendre un entraîneur qui débute, qui a une vraie vision du foot, comme avait Emery, mais qui en plus a des caractéristiques que peut-être n'avait pas Emery. Alors Tourelle, oui, c'est aussi une vision du foot. Voilà, c'est un entraîneur qui aime le jeu. Voilà, enfin, il y a du Guardiola dans Tourelle. Hein. D'ailleurs, ils sont, je crois, très amis. Ils discutent souvent ensemble. Il y a une vision d'un jeu quand même assez, avec des déséquilibres, avec du jeu vers l'avant, mais une vraie discipline. Voilà, sans faire de clichés sur l'Allemagne. Et voilà, une vraie discipline sur la diététique, sur tout ça. Avec une autorité assez forte. Voilà, on a bien vu que c'est un entraîneur, il faut pas lui marcher sur les pieds, sinon il s'en va. Il est parti à Dortmund parce que il y a eu ce différend avec ses dirigeants au moment avec des champions face à Monaco et cette agression du bus. Et donc on sait très bien que s'il vient à Paris et que ça lui va pas, il se barrera. Il n'attendra pas la fin de la saison. Donc j'espère juste qu'ils vont on va vraiment lui donner les clés, mais vraiment. Ce sera pas le porte-clés, mais le porte-clés avec les clés dessus, et qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est un entraîneur, voilà, tout le monde le dit, en Allemagne, tout le monde dit que c'est vraiment un entraîneur, c'est un futur très très grand entraîneur. Et lui, je pense que contrairement à Emery, il a ce caractère. Il a ce caractère et il est malin. Parce que Emery, je pense qu'il a commis un péché originel, c'est de dire en gros que tous les joueurs étaient pareils. Que pour lui, il n'y avait pas un joueur différent des autres, alors que c'est faux, c'est impossible. Voilà, Zidane, il passait la brosse à reluire à Cristiano, à Benzema, plus qu'à plus qu'à Asensio, ou plus qu'à Carvajal, quoi. Donc voilà, voilà. Et alors qu'Emery, non, si, quand t'as Neymar, quand t'as Mbappé, voilà, tu leur passes la pommade parce que c'est comme ça que ça marche. Comme tous les grands entraîneurs, les gros entraîneurs. Ancelotti à Paris, il caressait dans le sens du poil, son Zlatan. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et Emery, il a pas voulu être ça parce qu'il est dans sa vision pure que je respecte d'entraîneur. Mais à un moment, c'est aussi un peu de la politique, le foot, et un vestiaire. Et voilà, et on sent que Tourelle, il a compris. Voilà, il va voir Neymar, il dit que Neymar est fantastique. Et voilà, il a tout compris. Il a compris que de toute façon, si tu veux être le taulier du club, il faut que tu acceptes qu'il y a un autre patron qui est ton meilleur joueur. Et en l'occurrence, c'est vrai. C'est Messi qui décide de tout au Barça. C'est Cristiano qui fait la pluie et le beau temps au Real. Enfin, voilà. Même s'il y avait Zidane, quand même, si Cristiano grinçait, ça grinçait. Et voilà. Et si Neymar grince au PSG, on va en tenir compte. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut un entraîneur qui l'ait compris. Je pense que Tourelle, ça, il l'a compris. Donc, c'est un bon point. À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu vas continuer sur la chaîne L'Équipe? Est-ce que tu veux écrire des ouvrages? Est-ce que tu pars ailleurs? Non, je vais rester sur la chaîne L'Équipe l'année prochaine. Je suis super content d'être là-bas. Franchement, on se marre bien, on fait des
on fait des bonnes émissions, on fait des bonnes audiences. La chaîne est en plein développement. C'est une chaîne qui, voilà, c'est comme la seule chaîne de sport gratuite aujourd'hui en France. Donc, c'est quand même plutôt bien d'y être. Et non, je suis très, très heureux sur la chaîne L'Équipe. Et je vais continuer exactement pareil l'année prochaine sur la chaîne L'Équipe avec Estelle, Denis, et voilà, et à la radio sur RTL aux grosses têtes, où ça nous arrive quand même de parler de foot, puisque le patron est un fan, Laurent Ruquier, donc ça nous arrive. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, dimanche, je pars en Argentine. Donc, je vais oublier de dire que je suis français pour pas me faire emmerder, mais je pars le rejoindre en Argentine et nous allons vivre la Coupe du Monde en Argentine. Je sais, c'est pas en Argentine, mais on s'est dit qu'on allait vivre la Coupe du Monde dans un pays de foot. Donc, on sera là-bas pour la finale. D'accord. En tout cas, merci à vous, Florian Gazan. Ça a été un plaisir de vous interviewer. Merci à vous. Merci à vous.